Bienvenue sur FAI TV pour le débriefing de ce Grand Prix de Hongrie, le dernier Grand Prix avant la trêve estivale, très attendu, Ziv, par tout le monde, il ne faut pas s'en cacher. Mais on a quand même eu un Grand Prix assez dense, assez surprenant, et avec un doublé Ferrari, le premier doublé Ferrari depuis Monaco, qui, je ne vais pas dire relance le championnat, parce que Vettel était déjà en tête, mais là, c'est clair que les événements de ce Grand Prix donne plutôt l'avantage à Ferrari. Comment est-ce que tu le sens, toi? Oui, Hamilton était revenu à un point, rappelle-toi, Pierre, et là, c'est vrai que Vettel a repris un peu de champ, 14 points, c'est pas négligeable au niveau du championnat du monde, et on s'attendait à ce que Ferrari soit très compétitif, parce que ce circuit ressemble fort au niveau caractéristique à Monaco. À Monaco, rappelle-toi, Ferrari était imbattable, et tous les observateurs s'accordaient à dire que Ferrari le serait sur le Hungaroring. Effectivement, ils l'ont été, et ils ont dominé leur sujet, Pierre. Maintenant, moi, je suis un peu frustré parce que Vettel, il a eu ce problème de direction et on n'a pas laissé Kimi Raikkonen, qui pour une fois était en pleine forme et déjà aux essais, il était tout prêt. On l'a pas laissé se battre avec Vettel, on connaît les raisons, le championnat, etc. Mais moi, j'aurais bien voulu voir Kimi se battre avec Vettel à armes égales pour une fois. Bon, c'est vrai que ça contraste évidemment avec le choix de Mercedes qui est de laisser les pilotes faire la course et de respecter des consignes quand on en donne. Chez Ferrari, alors Kimi, je veux bien, mais à Monaco, il y avait une frustration de la part de Kimi Raikkonen parce que Ferrari a profité un peu de l'undercut pour faire passer Vettel devant. Bon, maintenant Kimi était devant, peut-être pas tout à fait à la régulière. Ici, désolé, mais en qualif, il se loupe dans le premier secteur. Voilà, c'est Kimi. Quand l'occasion est là, parce que la Ferrari, effectivement, est supérieure sur le Hungaroring, c'est quand même Vettel qui est devant. Et en course, alors il y a ce problème de direction, et c'est ce qui rend la course amusante, je trouve, parce qu'il y a cette espèce de regroupement, d'embouteillage. On se croirait effectivement entre juilletistes et haussiens. Mais s'il n'y avait pas eu ce problème, et en tout début de course, ça ne se manifeste pas trop, regardez, au bout de 10 tours, Vettel a 13 secondes d'avance sur Kimi. Oui, mais le problème est que tout le monde se plaint du manque de spectacle, du manque de déplacement, et puis, pour une fois qu'on a une chance d'avoir vraiment de la belle bagarre devant, on a l'impression qu'avec, tu sais, c'est remote control, on dit de loin, les ingénieurs, les team managers disent « Ah non, c'est Vettel qui doit gagner parce qu'il mène au championnat. Ah non, Kimi, tu dois rester derrière parce que peut-être, tiens, on va réfléchir à la reconduction de ton contrat. » Et donc, tout ça semble un peu décevant parce que j'aurais voulu les voir se battre encore une fois. Le problème, c'est le Hungaroring, c'est pas Ferrari, Kimi, Vettel ou Mercedes. Le Hungaroring, on ne dépasse pas à la régulière, même avec le DRS, on passe pas. Sauf cas exceptionnel, on a eu quelques belles passes d'armes, Fernando Alonso qui passe Carlos Sainz, alors il y a eu les Red Bull, malheureusement, ça s'est terminé dès le deuxième virage, mais on sentait qu'il y avait un potentiel là aussi, donc on peut avoir de la frustration par rapport à ça. Mais le spectacle du Grand Prix en Hongrie, ça a toujours été le train-train. Alors ici, on aurait pu avoir les deux Ferrari avec 10 secondes entre les deux voitures qui partent devant les Mercedes. On a eu un train-train de 3, 4 et même 5 voitures à la fin quand Max est revenu, avec quand même un peu de suspense, avec une dimension tactique où, dans les deux teams, il y avait des décisions à prendre. Alors, en stratégie, c'est vrai qu'il n'y avait pas photo, c'était un seul arrêt, mais on a vu Red Bull retarder l'arrêt de Max, on a vu l'undercut possible, sauf que chez Ferrari, ils ont décidé de ne pas le faire, parce que c'est vrai qu'ils auraient laissé Kimi 2 tours ou 3 tours de plus avant de changer de pneu, mais il ressortait devant Sébastien et la messe était dite. Clairement, chez Ferrari, on a choisi Vettel premier pilote et on joue la carte du championnat, ce qui n'est pas le cas chez Mercedes. Oui, c'est réel politique et c'est vrai qu'on comprend les raisons, etc. Mais en Hongrie, c'est vrai, c'est un circuit où il est difficile de dépasser, mais rappelle-toi, Pierre, je vais faire l'ancien, il y a eu de belles courses en Hongrie, on a vu Mansell revenir de la 12e place et gagner, on a vu Piquet passer Senna même par l'extérieur, donc il y a moyen de faire de belles choses et c'est ça dont le public demande et redemande. J'ai vu Alonso à l'extérieur. Alonso, voilà. Alors, oui. Mais oui, justement, alors Alonso, lui, il fait une course exceptionnelle, mais d'où sort ce record du Tour, Pierre? C'est incroyable d'où ce qu'il a sorti ça, c'est que la McLaren Honda en est capable, et donc
moi je demande ça devant aussi, et le problème est que ce sont ces multinationales qui gèrent le sport, et ces multinationales qui empêchent de se battre parce que des intérêts supérieurs sont toujours là et bien là, évidemment. Bienvenue au XXIe siècle. Bah, Aussi, hein, c'est la réalité économique du sport business. Mais enfin bon, Ferrari, Mercedes, c'est quand même deux monstres sacrés du sport automobile. Et là, on a quand même une affiche formidable. On a un championnat très ouvert. Donc voilà, Alonso, Honda. Bon, alors le moteur Honda, là, pour une fois, ne constituait pas un handicap, hein, parce que le moteur n'a pas beaucoup voix au chapitre à Budapest. Du coup, Fernando a pu sortir le grand jeu, et je pense qu'il a fait exprès de garder des pneus relativement frais en fin de course avec les réservoirs vides. Petit sursaut d'orgueil du Matador, et il nous a sorti le record du Tour. Je trouve que c'est un beau signe de motivation quand même de la part de Fernando. Oui, et tout ça tombe très bien, hein, parce que ce regain de compétitivité du Honda, évidemment, arrive à point nommé au moment où on discute des contrats 2018, où Fernando doit prendre une décision, restera-t-il, ne restera-t-il pas, quelles sont ses options, il n'en a pas beaucoup, donc finalement il restera, Honda va rester aussi, parce qu'ils vont progresser. La même chose du côté de chez Ferrari, où il faut décider de garder Kimi Raikkonen, et finalement, pourquoi pas, parce que qui est meilleur comme deuxième pilote que Kimi Raikkonen sur le marché? Je n'en vois pas. Donc, Ferrari n'a pas tendance à prendre de risques. Donc, voilà, toutes ces performances tombent à point nommé. Tu vois, là, je trouve justement que Ferrari a une attitude trop conservatrice en disant on va encore garder Raikkonen un an. Kimi, il se réveille parce que c'est contract time, comme on dit. Coucou, le voilà. Fernando, un peu aussi, quelque part, même si le moteur Honda, le regain de forme du Honda, excuse-moi, mais on va en parler à Spa et à Monza. Je crains que le moteur Honda soit toujours 15 km/h derrière. Bref, pour revenir à Kimi, voilà, renouveler Kimi, c'est assurer à Vettel la paix du ménage, alors que, voilà, on a investi dans Charles Leclerc, dans Giovinazzi, il y a Perez, il y a d'autres candidats potentiels, et chez Ferrari, non, on ne prend pas de risque, on garde la vieille garde. Voilà, bon, alors c'est un choix, je trouve, un peu, voilà, qui manque un peu d'ambition. Maintenant, Marchione nous a dit qu'avec Sauber, ils vont faire rouler les jeunes et que ça devrait ouvrir des perspectives d'avenir. Oui, heureusement, hein, parce que Charles Leclerc, s'il y en a bien un qui éclabousse la concurrence, c'est ce Charles Leclerc, c'est Monégasque que nous suivons depuis longtemps. Nous y croyons, c'est vraiment, et c'est de la graine de champion. Donc maintenant, la logique voudrait qu'il soit promu en Formule 1, et donc c'est la Ferrari Academy, comme tu le dis. Hein. Bon, il fait partie de la Ferrari Academy, donc c'est à Ferrari de lui trouver un volant. Bon, Sauber, c'est bien pour apprendre le métier, mais ce garçon a un immense potentiel. C'est vrai. Alors, bonne nouvelle, hein, c'est vrai que ce sont des pilotes francophones. Il y en a d'autres qui ont brillé. On a parlé d'Alonso. Il y a notre Stoffel Vandoorne national, évidemment, même s'il n'est qu'à moitié francophone, c'est pas grave. Il a quand même marqué le point, et il était là pour McLaren Honda également. On va reparler surtout de l'attitude de Mercedes, de la politique de Mercedes, qui pose question, peut-être de façon plus positive que celle de Ferrari, dans notre deuxième partie à suivre sur RFI TV.